Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du Garage que j'ai le plaisir de présenter avec Monsieur Driss Abdi. Salut Driss. Salut Alex, comment vas-tu? Ça va bien et toi, t'as l'air perdu sur ton écran là. Écoute, ce sont mes anti-sèches. Tu révises, très bien. Ouais. Je vous rappelle que le Garage, c'est désormais une nouvelle émission chaque mercredi à 21h et que vous pouvez nous retrouver 24h sur 24 sur le site watch.tv ainsi qu'en podcast sur iTunes, c'est gratuit. Vous réagissez également sur les réseaux sociaux avec le hashtag LeGarageTV. Au sommaire, cette semaine, 3 voitures à l'essai, la Renault Clio 4 phase 2, la Mercedes classe C qui se découvre et le break Volvo V90. Avec nous pour en parler, nos précieux camarades qui nous honorent de leur présence et analyse, à commencer par Nico Edet. Salut Nico. Salut Alex, salut Driss. Comment vas-tu ? Bah super, impeccable. Également parmi nous, Monsieur Michel Holtz. Salut Michel. Salut les mécanos. Comment vas-tu chez toi ? Oh bah au chaud, au chaud. Au chaud. Bah oui. Bien. Voilà, les présentations sont faites. On se retrouve dans une poignée de secondes. On perd pas de temps, à tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite par la Renault Clio. Je ne sais pas si vous l'avez tous essayé ou pas ici, mais la voiture star de Renault, la Clio 4, qui est la voiture la plus vendue de Renault dans le monde, revient avec un petit lifting salutaire. Alors, est-ce que Renault a corrigé ses défauts de jeunesse ? On voit ça tout de suite, on en parle juste après. Je suis avec Eric Philippe. Salut Eric. Salut Alex, ça va? Ça va très bien. Alors tous les deux, on essaye la nouvelle Clio. Alors c'est pas la nouvelle Clio, c'est la Clio 4 phase 2. Un restylage super light, mais quand même assez efficace. Super light, mais ouais, plus qu'efficace, parce qu'en fait ça touche à ce qu'on voit pratiquement le plus, c'est-à-dire les projecteurs notamment. On voit un beau full LED à l'avant, l'arrière c'est pareil, c'est tout nouveau, c'est un petit peu affiné, c'est un petit peu plus techno si on peut dire. Ouais. Franchement, ça lui va quand même pas mal. Hein. Ça lui va pas mal, effectivement. Ce qui est bien, c'est pas... Le design de la Clio, en gros, posait pas vraiment de problème. Il était plutôt plébiscité. Ouais. C'est à l'intérieur qu'il y avait des petits doutes quand même. Il y avait des petits défauts. Je pense notamment à des arêtes saillantes au niveau du volant, etc. Et là, Renault a compris, et d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, on s'est planté là-dessus. Ils sont revenus à quelque chose de beaucoup plus traditionnel, mais beaucoup plus quali. On s'arrache plus les doigts sur le volant. Ouais, c'est plus quali. Bah là, tu vois, c'est un cuir plein de fleurs. C'est vrai que ça rappelle un petit peu ce qu'on peut trouver dans le premium. C'est pas désagréable au toucher, on a des jolies petites surpiqûres. Franchement, c'est vrai que ça c'est une réussite. Et puis, alors, moi le petit bémol que j'apporterais, et ça je pense que tout le monde en est conscient aussi, c'est que c'est vrai que l'idée de départ avec la Clio, c'était de faire une voiture qui était très personnalisable, avec pas mal de choix en termes de couleurs. Là, pour le coup, ils sont revenus aussi à du plus classique, Ouais. du plus basique à l'intérieur. C'est un petit peu plus sombre, mais c'est vrai que ça perd pas, je trouve, du tout en qualité. Au contraire, hein, c'est même plutôt joli cette texture. Non, absolument. Ils ont choisi même des nouveaux revêtements alors qui sont en fait, comme tu dis, plus traditionnels, mais qui ont une qualité perçue supérieure, Ouais. qui se raillent pas. C'était le cas avant. Le revêtement de la planche de bord a été sympa, mais d'un coup d'ongle, on le rayait. Là, ça y est, ils sont revenus à quelque chose de plus traditionnel, Puis, mais on a plus plus qualitatif. Les traces de doigts partout là, c'était terrible. Avant, Ouais. dès qu'on posait les doigts quelque part, on laissait une trace d'une empreinte quoi. Maintenant, à part autour du Airlink, de la tablette, sinon maintenant c'est bon. Il n'y a plus le laquage Ouais. superflu partout. Ça c'est vraiment bien. On va parler aussi des moteurs. Il y a 2 nouveautés. Là, on essaye le DCI 110 chevaux, 1,5 litre DCI 110 chevaux. Qu'est-ce que tu penses de ce petit diesel ? Alors, ce qui est assez nouveau, c'est que Renault voulait pas mettre de 110 chevaux dans la Clio. Et puis, sur cette phase 2, ils en mettent un. Bah, moi je trouve que c'est un compromis qui est intéressant. Parce qu'on pourrait toujours en vouloir plus, on en a souvent beaucoup moins. Et là, c'est un moteur qui a relativement pas mal de couple quand même. Pas une allonge phénoménale, mais ça suffit largement sur un véhicule comme celui-là. Dans certains cas, je suis même presque sûr que ce serait surdimensionné. Bon, pour celui qui va faire essentiellement de l'urbain, du périurbain, ça pourrait presque être trop 110 chevaux. Tout à fait. Mais dès qu'on sort de la ville, dès qu'on veut aller un petit peu sur l'autoroute, etc., si on a envie de doubler, c'est pas mal d'avoir un petit peu plus d'allonge. Voilà. Alors il y a le comportement routier qui est vraiment typé confort pour le coup. Oui. Bon, moi c'est un goût personnel. Je trouve les suspensions un petit peu trop molles.
Maintenant, voilà, c'est une marque de fabrique Renault. Si on veut quelque chose de peut-être un petit peu plus ferme, on reste en français, on choisira du Peugeot. Mais voilà, c'est typé confort, cela dit, ça reste très efficace. Bah, c'est ce que j'allais dire. C'est certes typé confort, ça donne cette sensation peut-être de flottement de temps en temps, ce qui est faux. Voilà, il faut être clair là-dessus. On a quand même une voiture qui est très rigoureuse. C'est pas non plus une voiture qui va vous perdre le moindre virage venu. Hein. Ça reste très efficace, mais c'est vrai que ça donne pas cette sensation de rigueur qu'on peut trouver notamment effectivement chez les concurrents comme Peugeot. Pour autant, je pense que là aussi, il y a des compromis, il y a des curseurs à placer entre le confort et la sensation de rigueur. Là, Renault, c'est très souvent le cas, choisit le confort, et pour le coup ça marche bien, parce qu'il faut reconnaître que quand on passe sur des aspérités etc, ça les gomme quasiment totalement. On est quand même pas mal mené dans une petite voiture comme celle-là. C'est vrai. Bon, en gros, pour conclure, Renault, la Clio numéro 1 des ventes sur son segment en France, en Europe, et puis c'est même la Renault la plus vendue dans le monde, c'est presque 500 000 voitures l'année dernière. Il y a peu de chances que ça change. Non, ça changera pas, d'autant que vraiment d'un point de vue esthétique, je trouve qu'elle monte encore un petit peu en gamme. Voilà, et j'en profite avant de passer à une petite discussion sur les Clio pour vous signaler que le sieur Eric Philippe, qu'on vient de voir dans le sujet, rejoint l'équipe de Watch et va animer une toute nouvelle émission consacrée aux deux roues qui s'appelle Moto & Co. Michel, je vais commencer par toi. Alors, la Clio, c'est un petit peu, on va dire, la vache à lait de Renault. Elle avait besoin de ce petit coup de jeune, non? Bah, c'est quand même le restylage le plus minimaliste qu'on a vu depuis longtemps. Et pour cause, parce que la ligne, elle est juste parfaite. La Clio, aujourd'hui, elle a 3 ans. Et la ligne n'a pas bougé d'un poil. Elle est toujours super dans la tendance du moment. Et il y avait strictement rien à faire. Alors évidemment, on peut rajouter 3 lettres derrière, mettre une signature visuelle, comme on dit, en forme de C, histoire de rappeler la nuit quand il y a du brouillard que c'est une Renault. Mais sinon, à part l'intérieur, le défaut qu'il y avait sur la Clio, c'était cette fameuse planche de bord en plastique ultra dur. Et sinon, il n'y a vraiment rien de fondamentalement changé, sauf ce moteur dont vous avez parlé, le fameux 110 chevaux diesel. Mais c'est quand même assez étonnant parce que Renault a annoncé partout début de l'été qu'ils arrêtaient en grosso merdo le diesel partout. Surtout sur les petites autos, et ils arrivent avec un diesel de 110 chevaux. Même punition sur le nouveau Scénic, dont on reparlera certainement dans une autre émission. Il y a plus de moteurs diesel que de moteurs essence au moment où Renault nous annonce la fin du diesel. Donc c'est un peu une politique curieuse. Alors, pour être parfaitement précis, hein, comme on le dit dans le sujet, la vraie question du restylage, nous on l'a surtout senti à l'intérieur, avec des matériaux différents et puis surtout, on va dire une qualité d'assemblage et de finition quand même légèrement en hausse. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est une critique qui a été faite à Renault maintes et maintes fois. On s'arrachait les doigts sur le volant hein, avec des plastiques mal ébavurés. Oui, c'est juste une correction de ce qu'on leur reprochait. Il reste encore des problèmes d'assemblage, notamment dans le coffre, etc., dans les parties cachées. Mais on n'est toujours pas, on a grimpé un peu au niveau, mais on n'est toujours pas au niveau de Peugeot et de la 208, qui elle se vend curieusement un peu moins bien. Mais c'est vraiment une question de design. Si la Clio se vend bien, c'est parce qu'elle a un design qui est quand même très très exceptionnel par rapport à la 208, qui passe totalement inaperçue dans la rue depuis son lancement d'ailleurs. Nico, ton avis sur cette Clio 4 phase 2? Je sais Alors, que tu l'as pas essayé. Je l'ai pas essayé, donc je peux difficilement en termes m'avancer. de design et puis un petit peu tout ce qui concerne ce qu'il y a autour de cette voiture. Bah, je pense qu'en termes de design, Renault a misé juste dès le départ. Comme disait Michel, le fait qu'on la reconnaisse la nuit et par temps de brouillard, parce qu'on a la signature visuelle, c'est très bien. Donc ils n'ont pas changé grand-chose de l'extérieur. Par contre, moi, ce dont je me souviens sur la précédente, donc la Clio 4, c'est que l'intérieur avait régressé par rapport à celui de la Clio 3, plastique, comme vous le disiez, qui se raye très facilement, un intérieur qui est fragile, c'est presque scandaleux, hein, faut reconnaître. Je pense que s'ils ont modifié ça et s'ils l'ont amélioré, c'est très bien, c'est une bonne chose. Après, moi, je me souviens d'une autre chose, alors on n'est peut-être pas tout à fait d'accord là-dessus d'ailleurs, c'est que la suspension était très ferme, et beaucoup plus ferme que la précédente Clio. Comportement rigoureux, oui, mais
un peu trop faire, mais je sais qu'à 110 ou à 90 sur autoroute autour de Paris, ça secouait carrément. Et c'était vraiment une voiture pas agréable sur des parcours périurbains. Donc je sais pas si justement ça a été corrigé cette partie-là. Oui, elle est effectivement, comme on le dit avec Eric, on va dire moins ferme qu'une 208. Mais bon, enfin, alors la précédente, j'en ai malheureusement pas grand souvenir, mais c'est vrai que là, c'est pas le cas. C'est une voiture qui est plutôt typée confort. D'accord. Et je voudrais ajouter qu'elle est typée confort, tout en gardant la tenue de route qu'elle avait avant. Absolument. Donc le compromis est vraiment idéal, beaucoup Oui, ça plus progresse. idéal que d'autres autos, que 208 par exemple, qui est ferme, tout avec une très bonne tenue de route, et surtout que C3 qui est confortable, mais avec du roulis, ce qui est quand même extraordinaire pour une petite voiture de prendre du roulis. Là, on est en compromis idéal. Donc je pense que Clio va continuer à cartonner dans les prochaines années. Oui. Voilà, donc la réponse de Renault comme au succès de la 208, parce que la 208 en France se vend quand même très très bien. On va voir si ça lui permet de continuer à rester numéro 1 de son segment. Après la berline, le break, le coupé, le SUV et le SUV coupé, voici que Mercedes parachève sa gamme C avec la sortie d'un cabriolet. Alors, on s'est mis à 4 pour la tester. Je vous propose de regarder ça et on revient dans quelques minutes. Et donc on est dans la cabriolet, la C43 AMG. 43 AMG, Nico, t'expliques aussi un peu. Alors c'est un V6 biturbo, c'est pas mal, essence. Ça fait 367 chevaux. On a 4 roues motrices quand même pour entraîner tout ça, tant qu'à faire. Et je crois qu'en couple, on doit être à 520 Nm, dispo à 1400 ou 1600 tours, non? C'est ça, Driss? Voilà, de toute façon, Exactement. Voilà. il y en a largement assez pour arracher le bitume s'il C'est faut. ça, ouais, c'est quand même quelque chose de... Alors, moi, perso, j'avais eu l'occasion d'essayer ce moteur dans le GLE coupé, il y a à peu près un an. On a à peu près... Alors, il n'y a pas une grosse différence de sensation, je dirais, entre les deux. Hein. Pourtant, le GLE est très gros, très massif. Et là, on a un poids qui est quand même assez élevé aussi. On est à 1,8 tonne à vide. Hein. Ouais, c'est une des rares berlines familiales cabriolet, hein, la classe C. Il n'y en a plus beaucoup dans la production. Il faut dire que les cabriolets sont plus trop à la mode, c'est la crise. Voilà. Donc il y en a beaucoup dans le premium, il y en a beaucoup dans les... Maintenant, il y en a un peu plus dans les roadsters, hein, TT, MX-5, Fiat 124. Dans les familiales, il n'y a plus grand chose. Et voilà, Mercedes, on va dire, perpétue sa tradition de classe C cabriolet, donc c'est plutôt un bien. Alors, on l'a dit, cette voiture, elle est lourde, 1,8 tonne. Ça se sent un peu dans la conduite, hein, Nicolas. La suspension, même en mode Sport Plus, il faut savoir qu'il y a différents modes de conduite avec une petite molette qui est sur la console centrale. Ça va de Eco à Confort en passant par Sport et Sport Plus. Même en Sport Plus, on a une suspension qui est quand même tarée assez confort. Ouais, c'est-à-dire que c'est peut-être le petit reproche qu'on peut lui faire. Je trouve qu'elle manque un petit peu de rigidité, de fermeté en fait quand on est en mode Sport Plus. Sport Plus, on est quand même dans une AMG, on est censé avoir quelque chose de viril, de collé au sol. Là, on sent que ça pompe un petit peu et c'est pas forcément quelque chose de très rassurant si on a une conduite vraiment sportive entre guillemets. Mais justement, on a quelque chose de confortable et je pense que c'est ce qu'on vise ici. On cherche à toucher des gens qui souhaitent une voiture petite familiale entre guillemets, voilà, pour 4 personnes et qui ne veulent pas rendre malades les 2 personnes justement des places arrière. On va dire que c'est du sport chic, quoi. Hein, voilà. Alors dans cette classe C cab, on retrouve toutes les technologies des précédents modèles sortis par Mercedes ces derniers mois. Hein, on a tout un tas d'assistances, Alexandre. Ah bah écoute, alors il y a un pack qui s'appelle Assistance Plus avec toutes les assistances à la conduite. Ça vaut quand même 2000 €. Mais bon, il y a tout. Hein. Je dirais que sur le tarif global, ça change pas des masses finalement, non? Ouais, non, on va en parler après du tarif. Ouais. Après, effectivement, il y a la connectivité, CarPlay, Android, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans cette voiture, Driss? Tu as le HUD, le système d'affichage tête haute. Ouais, qui est assez sympa, qui affiche le contour également, ce qui est... Bon, voilà, c'est le côté un peu sportif du truc. Et puis, le rapport engagé et la vitesse, évidemment. Alors moi, il y a une chose sur laquelle j'aimerais insister sur cette voiture quand même. Ça existe depuis à peu près 12 ans chez Mercedes. Je crois que c'était le SLK Mark II. Le système AirScar, vous savez ce que c'est? On a une idée, mais tu vas nous l'expliquer. Vous l'avez juste ici, là, c'est le système de chauffage de nuque. Alors l'avantage de ce système, c'est qu'on peut rouler finalement, on peut profiter davantage de son cabriolet quand il fait un peu plus frais dehors. Alors pas à moins 20 évidemment, hein, mais avec les sièges chauffants et le système de chauffage de nuque, finalement on est bien protégé dans la voiture et on peut rouler
tout à fait correctement par 10 degrés ambiant. André, il va bien falloir conclure, on va parler du prix. Alors prix de départ, parce que là on est dans le modèle très haut de gamme, la version AMG de ce classe C-Cab. Prix de départ 44 000 euros. Pour la classe C-Cab. Pour la classe C-Cab. Ensuite, là pour ce modèle-ci AMG, on monte à 76 000 euros. Aïe. Ouais. Et avec les quelques options dont on a parlé, en rajoutant des options, on est à 86 000 euros, un peu plus de 86 000 euros. Attention, achetez-la avant le 1er janvier. Important. Important, parce que là, elle est à 194 grammes de CO2. Elle n'est pas encore dans la tranche ultra supérieure du malus, mais elle va y passer. Et le super malus va passer de 8 000 à 10 000 euros. Donc, il va falloir rajouter un petit billet à la voiture. Ouais, 96 000 euros. C'est qu'à force de distribuer des bonus, ils ont plus d'argent. Hein. C'est ça. C'est ça. Mais bon, les 10 000, on les a. On l'achète ou pas? Bah écoute, moi j'ai un problème avec le coffre, mais pour les week-ends, tu me la prêteras? Alors, moi pour mon fils, je la prends tout de suite. Ouais, je valide. Franchement, je valide. C'est une chouette. C'est une belle auto. Hein. Franchement. C'est une très belle auto. C'est confortable. Ça fait le job. Moi, je valide. Moi, pour le plaisir de l'automobile, pour le plaisir du cabriolet, je valide aussi. D'accord. Voilà, bah Nico, je vais enchaîner avec toi tout de suite. Oui. Bon, elle t'a plutôt bien plu cette C-Cab? Ouais, franchement, c'est une très belle auto. Esthétiquement, je trouve que Mercedes en ce moment ils font des jolies choses. Hein. Ils ont tendance à révolutionner un petit peu leur design, un peu sur tous les modèles. Et là, pour le coup, on n'a pas quelque chose de révolutionnaire, mais d'efficace, tout simplement. C'est un joli cabriolet, c'est élégant, c'est pas trop tape à l'œil, pas trop m'as-tu vu. Et en plus, on avait la version donc 43 AMG qui est un peu une petite bombe quand même. C'est clair. Dans l'idée. Driss? Bah écoute, ouais, on vous l'avait dit, hein, on retrouve la ligne du C coupé qui était déjà très réussi en son temps, si je puis dire. Elle a une belle sonorité, j'aimais bien le bruit du moteur, mais comme disait Nico, effectivement, c'est pas trop la voiture. Bon, je vais pas dire qu'elle est discrète, faut pas exagérer, mais c'est pas trop exubérant non plus. Ouais, elle plaisait bien aux gens hein, qui nous croisaient. Là, on est sur le port de Saint-Trope à l'image. Il y avait un petit peu de monde pour la regarder quand même. Hein. Oui. Bon. Ouais, effectivement, non, c'est vrai qu'on n'a pas été assaillis non plus. Mais en fait, les gens reconnaissent le logo Mercedes et trouvent que voilà, il y a peut-être un peu de renouveau au niveau de cette marque en ce moment et depuis quelques temps d'ailleurs. Et puis ouais, c'est pas. On n'est pas dans l'esprit CLK des années 90 qui était un peu plus m'as-tu vu dans l'idée. Je trouve que là, le design s'affine un petit peu. Moi, mon seul souci réel avec cette voiture, hein, comme je disais, avec mon fils, ça irait très bien. Hein, il a 7 ans, il rentre très très bien dedans et les bagages aussi. Par contre, le tarif là, ouais. Aïe. Dur. Il va falloir casser la tirelire du fiston. Oui, voilà, le fiston, le grand-père, enfin tout le monde. Je veux dire, là, ça commence à faire un peu d'argent quand même. Évidemment, sur une 43 AMG, là, c'est un peu stratosphérique hein, à un moment donné, mais je dirais que voilà, il faut quand même avoir les moyens de s'offrir une belle auto comme ça. Donc à réfléchir quand même. Moi, je valide, mais à condition d'avoir plein d'argent devant moi. Voilà. Michel, je me tourne vers toi, je te désigne expert S marché du cabriolet. Tu as écrit l'année dernière un petit édito pour expliquer aux gens que le cabriolet ça se vendait pas. Bon là il y a une nouvelle offre sur le marché, c'est plutôt bien, non? Oui, c'est bien, mais je vais vous faire une confidence, je hais les cabriolets. C'est trop lourd, c'est antisportif au possible, ça se vole facilement. Parce que ça te jette avec tes cheveux. Oui, c'est à cause de tes cheveux, Michel. Couplez un peu. Ça a une aérodynamique d'enclume, enfin, il n'y a que des désavantages au cabriolet. Mais il se trouve que Mercedes devient le grand spécialiste du cabriolet. Ils en ont quand même 5, de la grosse classe S en SL jusqu'au CLK, l'ancien SLK, ce C, le E, etc. Ils en ont dans toutes les tailles. Donc ça veut dire le magasin de chaussures du cabriolet chez Mercedes. Cela étant, si Mercedes fait 5 cabriolets, c'est qu'il y a un vrai marché, de toute façon, dans le premium. Audi en fait, BM en fait, tout le monde en fait. Les généralistes ont laissé tomber parce que ça coûte trop cher à fabriquer pour des ventes quand même minimalistes, mais dans le premium, il y a un vrai marché. Donc je m'incline. Bon alors, et en dehors de ça, cette voiture en elle-même, qu'est-ce que tu en penses, toi? Vous étiez à Saint-Trope, il y a peut-être une utilité là-bas. Sinon, c'est quand même pas. On est plus lourd qu'une berline ou même qu'un coupé.
et avec moins de place quand même dedans malgré tout. Pour 4 adultes, c'est compliqué, vous avez vu ça. Et donc c'est vrai qu'avec des enfants, ça peut être agréable en 4e voiture, si vous voulez, pour sa résidence secondaire, avec garage fermé du côté de Saint-Trope. Sinon, l'utilité est quand même très très limitée. Mais il y a des choses en Touraine, dans ton donjon, non? Non, il pleut trop. Mais c'est embêtant. il y a quand même une tendance qu'on va retrouver, et je pense que Range Rover évoque Cab est en train de le démontrer, qu'il y a un marché pour les SUV cabriolets. Donc on n'en a pas fini avec les cabriolets premium en tout cas, et on va en retrouver d'autres sur des SUV et sur des choses un peu particulières comme ça. Bon, et donc le cabriolet, ça reste quand même la voiture en premium où le propriétaire est le plus âgé. Il ne faut pas oublier ça quand même. On sait que les cabriolets se vendent aussi quand même très bien dans les pays nordiques. Absolument. On va changer de sujet. La nouvelle gamme 90 de Volvo s'enrichit de 2 silhouettes. Alors après le SUV XC90, la berline S90 et le break V90 font leur entrée en concession. C'est ce dernier que nous avons essayé, l'héritier des grands Volvo 940. On regarde le sujet, on se retrouve dans quelques minutes. Pierrick, Nico, Bonjour. Bonjour. On essaye aujourd'hui le nouveau break V90 chez Volvo. Volvo qui étend sa gamme 90 avec la berline S90 qu'on a essayé, dont on vous reparlera probablement plus tard. Et ce break V90, c'est le retour du grand break chez Volvo. Il y avait les séries 940 il y a bien longtemps. On s'est arrêté au V70 ces dernières années et le retour du grand break. Nico, t'es derrière et t'es grand, qu'est-ce que t'en penses déjà? Franchement, j'ai de la place. Et alors, c'est pour le coup. Alors, Pierrick fait son pacha, il s'est allongé, il a les petites jambes allongées. C'est et le tout. maréchal Rakotonai. Ah ouais, mais il a la cool, hein. Franchement, moi j'ai encore de la place pour les jouer. 1m90 quand même, hein. Pas comme toi, tu vois. Oui. Enfin, voilà. 1m90, ça rentre très très bien. Garde-toi, c'est très bien aussi, malgré le fait qu'il y ait quand même un toit en verre, un toit ouvrant d'ailleurs. Je trouve que c'est très spacieux à l'arrière. Bon, on est quand même sur une catégorie assez grande, hein. On est sur la routière pure et dure, mais ça fait bien le boulot à l'arrière. Et pourtant, je suis sur la place du milieu, qui n'est pas forcément la place la plus confortable dans une voiture. Là, pour le coup, on est plutôt bien. Ouais, tu l'as dit, on est en face d'une Mercedes Classe E, d'une Audi A6, d'une BM Série 5. On parlera plus tard du positionnement tarifaire. Par contre, on peut déjà parler de l'offre produit. Nico, Oui. L'intérieur Volvo, toi, c'est quelque chose qui te fascine depuis le XC90 et je dois dire que franchement, c'est bien fait, quoi. On est relativement proche du XC90 parce qu'on prend un peu les mêmes codes de présentation avec des matières en aluminium, notamment les portières, avec le moins de boutons possible dans l'habitacle. Hein. On a un écran vertical qui fonctionne plutôt bien, qui est très facile d'utilisation. Moi, franchement, je suis effectivement un grand fan de l'atmosphère intérieure parce que je dirais que c'est assez différent parce que quand on regarde les Allemandes, on a l'impression que voilà, ils sont dans des intérieurs qui sont modernes, mais qui ont besoin de faire voir un peu aussi leur technologie. Donc on a quelques boutons, l'écran est un peu ressorti de la planche de bord, voilà, pour qu'on sente qu'il y a de la technologie à l'intérieur. Et ce que j'apprécie beaucoup avec cette Volvo, c'est que effectivement, tout est assez simple, donc on se sent pas forcément agressé par tous les éléments. C'est assez zen et pourtant elle est bourrée de technologie, mais elle est assez discrète finalement. Ouais. Tu vois. On va parler un petit peu des moteurs. On est sur la version carrément haut de gamme, hein, le T6, c'est-à-dire l'essence de 320 chevaux. Il y a 4 moteurs en lancement, 2 diesel, 2 essence. Pierrick, je crois que tu as essayé également une version diesel 4 cylindres. Ouais, tout à fait. Le D4, donc de 190 chevaux. Selon Volvo, ce sera le corps de gamme, parce que voilà, c'est la moyenne puissance des diesels. Puis là, c'est bien placé en CO2. Mais effectivement, pour l'avoir essayé sur les routes de la région, il fait le boulot. C'est vrai qu'il est assez coupeux, il est doux à utiliser, avec une transmission automatique voilà, qui sait se faire oublier. Le seul truc moi qui me dérange un petit peu, c'est que voilà, la boîte est très bien en mode automatique. Simplement, parfois sur les petites routes, on a envie de choisir un peu mieux son rapport. Alors on peut changer, il y a un mode séquentiel effectivement au levier, mais en revanche, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de palette au volant. Il manque de palettes. Et ça manque, parce qu'on peut même pas les avoir en option. En termes de comportement, je l'ai trouvé, c'est assez juste. Enfin, c'est plutôt confortable. C'est pas forcément une voiture sportive, parce qu'on va pas chercher ça forcément avec ce type de véhicule.
mais voilà, on se sent en Ouais, sécurité. c'est arrêt confortable au niveau des Ouais, suspensions. tout à fait. Même en mode sport. Oui, Ouais. ça pompe un Ça peu cogne pas dans trop, certaines situations. ouais. et- Ouais. Le cœur de gamme de ce break est aux environs de, si je dis pas de bêtises, 54 000 euros, c'est Oui. ça? C'est ça. Ouais, donc si je peux donner mon avis là-dessus par rapport au tarif, je trouve que c'est extrêmement juste. C'est très cohérent dans le sens où si on prend une BMW série 5 ou une Audi A6, si on commence à l'équiper un petit peu en se faisant un petit peu plaisir, bien sûr, on est vite à 75 000, 80 000, en restant bien sûr sur du diesel ou sur des moteurs relativement standards. Donc là, Volvo, je trouve qu'ils ont encore un peu comme pour le XC90, le récent XC90, on est sur des tarifs vraiment attractifs, quoi. Il va falloir choisir break ou berline. Break. Ah, Break moi, c'est sans break, hésitation. en termes de ligne, je trouve que le break est réussi, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, entre berline et break, on a tendance souvent à préférer le break. C'est vraiment le cas ici, surtout que l'arrière de la berline, autant la partie avant, le profil est très joli, tu disais tout à l'heure, Pierrick, je trouve que l'arrière est un peu disgracieux. Ils ont fait ça de manière assez grossière, les feux sont pas forcément très bien intégrés, c'est un peu Je massif. suis pas très fan non plus des Voilà. feux de la berline. Ouais. Et dans le break, il y a aussi une petite particularité, alors c'est pas rien, c'est qu'on a un vrai toit ouvrant panoramique, ce qui n'existe pas sur la berline, parce qu'on a un petit toit ouvrant un peu à l'ancienne. Et pour le coup, c'est quand même plus agréable d'avoir quelque chose comme ça dans une voiture, notamment à l'arrière. Alors c'est Moi, dans super mon bien les toits panoramiques, mais comme souvent, voilà, je sais que c'est difficilement à faire techniquement, mais on en profite à l'arrière, quoi. Ouais. Mais bon. Merci les gars. Bah, merci à toi, Merci Alexandre. à toi. À bientôt. Salut. Ciao. Voilà pour ce grand break Volvo. Alors malheureusement, le temps va nous manquer pour en parler. C'est un petit peu la conséquence de ce nouveau format. Donc je vous rappelle que le garage, c'est maintenant tous les mercredis à 21h. Et je précise, j'en ai parlé tout à l'heure, que Moto & Co, c'est le lundi à 21h. Voilà, ce sera le mot de la fin. Donc il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Merci à Nico et Michel de nous avoir gratifié de leur expertise. Merci aussi à Benjamin à la réalisation. On se retrouve, Driss, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, n'oubliez pas les rediffs et le replay. Parlez-en aussi à vos amis. Les programmes continuent sur Watch. Salut à tous. Bye bye.